Voilà, bonsoir à tous. Je vous souhaite la cordiale bienvenue à cette nouvelle conférence de la Swiss Community Managers Association. Merci à tous d'être venus ce soir. Je vais faire une petite introduction rapide pour cette soirée. Alors, tout d'abord, pour vous connecter au Wi-Fi, donc vous devez sélectionner le Wi-Fi qui s'appelle public. Il n'y a pas de mot de passe et comme ça, vous pourrez live tweeter la conférence ce soir. Alors, un petit mot rapide pour remercier les partenaires de l'association que vous voyez ici sur le slide. Donc ça, c'est toutes les sociétés, toutes les personnes qui soutiennent l'association ou qui nous ont soutenus à un moment de notre histoire. Et donc, je profite de l'occasion pour les remercier ici. On va faire un petit coup de projecteur ce soir sur un de nos partenaires. Et pour ceci, je vais vous passer une courte vidéo. Et bonjour public. Tu sais, il y a une année, j'ai débuté mon activité intergalactique chez BIF. Et tu m'aimes tellement que j'apparais même devant toi aujourd'hui. Et puis toi, hein, public, c'est quand que tu viens me faire un brief zoo? Et puis, c'est quand que tu viens chez Boss pour booster ta visibilité en ligne, créer ta stratégie digitale, tourner toutes tes vidéos et puis produire tous tes contenus? Hein, public, c'est quand que tu viens? Et puis, regarde, t'as vu tous les moyens que tu as pour me joindre? Et bonjour, public. Tu sais, il y a une... Alors ça, c'était l'équipe de Brew et la petite Mickey que vous avez découvert. Donc l'équipe de Brew, c'est les gens que vous voyez dans le fond et qui font la captation vidéo de la conférence et de toutes les conférences SCMA par ailleurs. Alors, juste un mot rapidement pour les gens qui ne connaissent pas encore l'association ou qui la connaissent mal. Donc, la Swiss Community Managers Association est une association professionnelle qui regroupe tous les pros des médias sociaux et du community management en Suisse. Donc, on existe depuis environ 4 ans. C'est aujourd'hui une communauté qui compte plus de 850 personnes et qui continue à grandir. Nous organisons 5 à 7 conférences par année, un petit peu comme la conférence de ce soir. Alors pour les membres, pour les personnes qui seraient intéressées à devenir membres, donc c'est une cotisation de 100 francs par année. Vous pouvez vous inscrire directement sur notre site internet scma.ch. Une fois que vous êtes membre, vous avez évidemment accès gratuitement à toutes nos conférences. Et puis, vous pouvez participer, vous pouvez vous inscrire aussi à des formations à travers nos partenaires formation à un prix évidemment intéressant qui est spécialement réservé pour les membres. En termes de formation, pour les gens qui voudraient se former au community management, je vous annonce la prochaine session de la formation que j'ai le plaisir d'animer moi-même, Découvrir le community management, qui est prévue pour la rentrée le 17 septembre. Donc ça, c'est le premier jour de la formation. Et puis, vous pouvez déjà noter dans vos agendas, donc la prochaine conférence aura lieu le 5 juin à Genève, à la FAIR Genève. Et la thématique que nous allons traiter en juin sera la thématique de l'e-réputation, ô combien importante de nos jours. Là aussi, vous pouvez déjà vous inscrire, tout est accessible via le site de l'association. Je vous encourage évidemment à nous suivre partout sur les médias sociaux. Donc on est présent sur différents médias sociaux. Vous avez la liste ici. Vous retrouvez la liste sur les roll-up. Donc n'hésitez pas à nous suivre et à nous liker partout où vous le pouvez. Voilà, ça c'est le hashtag de l'association. Donc utilisez-le s'il vous plaît si vous faites du live tweet. Et puis j'en ai terminé, donc on va passer au vif du sujet et laisser la parole à nos intervenants. Alors très rapidement, Christian Radmilovic, qui sera notre premier intervenant,
et qui a fait le déplacement tout particulièrement depuis Paris, donc je l'en remercie évidemment. Christian Radmilovic, qui est le grand spécialiste de Pinterest. Alors, je vous encourage évidemment à le suivre sur Twitter et puis évidemment à le suivre sur son compte Pinterest. Vous avez l'adresse ici sur le slide. Et puis ensuite, on enchaînera avec Mathieu Fiva. Suivez-le aussi sur les réseaux sociaux et évidemment sur YourTurn, puisque ça sera son sujet de présentation ce soir, le réseau YourTurn, qui n'est pas très connu ici, mais qu'on se réjouit de découvrir. Alors, Christian, je vais te laisser la parole. Bonjour à tous. Un, deux, ça marche? Donc bonsoir à tous, merci d'être venus à cette conférence. Je vais commencer par une première question. Qui ne connaît pas Pinterest déjà? Okay. Ah, d'accord, il y a quand même une ou deux personnes. Alors l'autre question, qui est sur Pinterest? Ah, quand même, ah oui, c'est bien. Et qui l'utilise régulièrement? Ah oui, je m'attendais à moins que ça, pour le coup. Non mais très bien, très bien, très bien. Non, ce qui n'est pas forcément évident parce que Pinterest est moins connu en Europe qu'aux États-Unis, qu'on a les pays anglo-saxons. Donc c'est vrai que même en France, en l'occurrence, Pinterest a certes un certain nombre d'utilisateurs, mais qui ne sont pas si actifs que ça. Et ce sont surtout des femmes, d'ailleurs. Alors la présentation, je n'ai que 45 minutes, donc je vais essayer quand même d'être assez bref sur certaines parties. On va voir plusieurs items, mais surtout quel est l'intérêt d'utiliser Pinterest pour les marques au regard de l'utilisation qui est faite par les utilisateurs ou les membres actifs de Pinterest. Alors première chose, qu'est-ce que c'est que Pinterest? En fait, on considère, alors évidemment entre guillemets, que ça pourrait devenir le futur Google, le futur Facebook, parce que c'est un énorme moteur de recherche. En clair, aujourd'hui, vous avez trois moteurs de recherche géants, parce que c'est un petit peu ça qui domine le web aujourd'hui. Vous avez Google, YouTube et Facebook. Donc, notamment, enfin Facebook, en tout cas quand le Graph Search arrivera en Europe. Pinterest, en fait, aujourd'hui, c'est un énorme moteur de recherche sur lequel les gens vont chercher des images et les partager avec leur communauté. Et surtout, c'est ce qu'on appelle un moteur d'inspiration. Pourquoi d'inspiration? Tout simplement, Pinterest, alors si on décompose le mot, c'est donc pin et interest, donc épingler ses intérêts, ce qui sous-entend en fait que ça correspond on va dire pour les quarantenaires notamment au scrapbooking, voilà, ou au tableau de liège qui existait avant, sur lequel on épinglait ses favoris, et limite en première ou deuxième position. Donc moi qui l'utilise fréquemment, c'est quasiment, alors sans forcément parler du nombre d'abonnés que je peux avoir, c'est le premier lien quand on tape mon nom, mon prénom sur Google. Et c'est pas lié à mon nombre d'abonnés, c'est lié à mon activité sur Pinterest. Il en est de même pour les individus comme pour les marques. Enfin, c'est un énorme moteur de recommandation sociale. On parle énormément de social shopping aujourd'hui, et je ne parle pas de Facebook bien évidemment, mais il y a énormément de modèles économiques. Pinterest en fait partie et a énormément d'impact aujourd'hui sur les achats. Donc les gens en fait énormément utilisent Pinterest pour faire leurs courses, qu'elles soient off ou online, pour le coup, mais avec un avantage certain par rapport à d'autres réseaux sociaux, comme par exemple Instagram où il n'y a que de l'image, c'est que la plupart des images qui sont sur Pinterest ont des liens derrière, et donc amènent notamment vers des sites, que ce soit des sites de marques, ou que ce soit des blogs, des Tumblr, ou d'autres finalement plateformes web. La grosse différence chez Pinterest par rapport aux autres réseaux sociaux, et c'est le seul qui soit comme ça, c'est que Pinterest crée du lien, non pas entre des individus ou entre des contacts, entre des amis, des communautés, mais entre leurs intérêts. C'est ce qui fait énormément la différence dans la mesure où la plupart des gens qui se rencontrent dans la vraie vie,
bien évidemment, en fait, crée du lien en fonction de ce qui les passionne, de ce qui, des affinités qu'ils peuvent avoir entre eux. Mais en fait, Pinterest fait ça. Donc en fait, vous créez du lien, et j'insiste sur le fait, sur les centres d'intérêt, puisqu'en fait, vous pouvez aujourd'hui, en tout cas, teasing, parce que ça va être des nouvelles fonctionnalités à partir du mois de septembre, aujourd'hui, les gens ne peuvent pas rentrer en contact entre eux, à part se suivre. Il n'y a pas de messagerie, il n'y a pas de fiche de contact, sauf si les gens éventuellement renseignent l'URL de leur blog, de leur site, de leur Facebook ou de leur Twitter. Donc vraiment, c'est important de retenir ceci, parce que même dans l'utilisation de Pinterest, et notamment pour les marques, c'est qu'il faut se centrer sur ces fameux centres d'intérêt ou ces passions. Donc ce n'est pas forcément la marque qui est privilégiée, mais c'est l'usage ou les intérêts des utilisateurs qui doivent primer. Donc les 3 grands domaines notamment, donc là pour vous présenter, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà à quoi ça ressemble quelque part Pinterest. Donc un compte, ici vous avez Joy Cho en fait, qui est la personne en fait, qui est le plus suivie sur Pinterest, puisqu'elle a 13,5 millions d'abonnés à son compte. C'est une blogueuse au départ américaine, qui déjà collabore avec des marques pour notamment lancer des collections en exclusivité sur Pinterest. Donc la logique d'influenceur existe déjà aussi sur Pinterest. Les 3 grands usages de Pinterest, en fait, c'est que d'une, c'est un tableau d'inspiration. Donc en clair, vous êtes directeur artistique, vous avez un projet, vous ne savez pas comment commencer, vous allez chercher l'inspiration, soit sous forme d'illustration, de couleurs, voilà, en utilisant Pinterest et en vous créant des tableaux thématiques, donc ce qu'on appelle les boards sur Pinterest. Et en fonction de tous les thématiques, vous aurez, et de vos centres d'intérêt, vous aurez autant de tableaux. Donc aujourd'hui, notamment, vous voyez, je crois que c'est 92 boards sur son compte. Certains dépassent les 200 tableaux sur leur compte. Voilà, et en clair, c'est autant de passions, alors qu'ils peuvent être déclinés, mais pour autant de tableaux. Deuxième centre d'intérêt, c'est le passage à l'action. Alors c'est quoi le passage à l'action? En fait, c'est exemple très simple. J'ai envie de, je me marie dans un an, voilà, ce qui n'est pas mon cas, je suis déjà marié, donc je me marie dans un an. Qu'est-ce que je peux faire avec Pinterest pour préparer mon mariage? En fait, des personnes qui sont dessus créent des tableaux pour préparer leur mariage, donc ne serait-ce que trouver leur robe, le lieu, les couverts, la décoration, les objets divers et variés à offrir par exemple aux convives, voilà, et collecte l'ensemble de ces images ou de ces éléments pour les intégrer dans un tableau, pour ensuite derrière passer à l'action, c'est-à-dire soit éventuellement j'achète cette robe, soit je loue cet espace, ce lieu pour faire mon mariage, ou ça m'inspire pour acheter autre chose et préparer mon mariage. Troisième objet, c'est le lèche-vitrine social. Alors ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, en fait, les gens aussi utilisent Pinterest comme liste de courses. Donc en clair, j'ai envie de m'acheter, je ne sais pas comment m'habiller. Donc je me crée un look sur Pinterest. Bon, il y a d'autres sites qui le font aussi, hein. Vous avez aux États-Unis, par exemple, Polyvore, voilà, qui sont utilisés de la même manière. Je crée mon look sur Pinterest et ensuite je l'achète, soit en ligne, soit hors ligne. Donc en fait, ils collectent pas un objet, mais une sélection d'objets, la plupart du temps. Donc dans un usage concret, les gens derrière, en fait, comment ils utilisent Pinterest? Donc ils partagent leur centre d'intérêt, parce qu'on a forcément des intérêts communs. Ils créent des wishlists pour aller faire leurs courses derrière. Voilà. Ils découvrent des recettes, c'est-à-dire que notamment ils collectent des tableaux en fonction, ça peut être, ils peuvent le décliner en fonction, c'est-à-dire que je fais des recettes plutôt végétariennes ou à base de viande ou à base uniquement de légumes. Et ensuite, ce qu'ils font, c'est qu'à partir de ces recettes, ils les utilisent chez eux pour leurs amis, pour leur famille ou pour eux-mêmes. Ils préparent leur voyage. Alors ça peut être un voyage de noces comme un voyage pour les vacances d'été. Donc ils préparent un circuit, je sais pas, ils ont prévu de partir en Grèce. Donc ils préparent leur circuit sous forme de tableau. D'autant plus que une des dernières fonctionnalités qui est sortie au mois de novembre dernier sur Pinterest, ce sont ce qu'ils appellent les place pins. Donc les pins géolocalisés, donc en partenariat notamment avec Foursquare, qui leur permettent, sous forme de mashup Google, d'épingler en fait et de localiser finalement les différents lieux
vers lesquels ils souhaitent voyager dans telle destination. Ce qui peut être aussi décliné sur d'autres choses, en tout cas ces pins géolocalisés, je pense quand on a un réseau de boutiques, voilà, les géolocaliser sur cette carte, au même titre qu'on peut le faire sur un site à côté, ça peut être aussi très utile, d'autant plus que ça joue sur le référencement naturel et aussi sur Google Maps. Ça sert aussi à organiser un événement, donc je parlais évidemment du mariage, ça marche aussi pour les anniversaires, enfin, c'est déclinable quel que soit le type d'événement. Ça peut être également pour des, je sais pas, des soldes, ça peut être utilisé pour ça. Donc, et sélectionner, en fait, faire un tableau par magasin en fonction des produits qui doivent être soldés, ou, notamment. Je sélectionne des favoris, donc du bookmarking. Il y a énormément de monde qui le fait, notamment, vous devez connaître ça, hein, forcément, dans le métier du marketing digital, il y a énormément de gens qui créent des tableaux thématiques avec des infographies ou des études, social media, e-commerce, ou d'autres thématiques, en tout cas, qui sont liées au digital. Ça sert aussi à sortir du cadre. Beaucoup de marques, en fait, de plus en plus de marques l'utilisent. C'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement centré sur ses produits, sur ses employés, sur son univers. On sort du cadre, c'est-à-dire que, je donne un exemple très concret, une marque de mode, donc crée des collections, et cette marque, en fait, va concevoir ses collections. Pour concevoir ses collections, elle va s'inspirer d'un certain univers. Vous connaissez tous, en tout cas, John Galliano, il n'est plus dans le paysage, mais notamment, ses inspirations étaient très liées à l'Afrique. Voilà. En fait, justement, les marques peuvent créer des tableaux d'inspiration pour créer leur collection. Moi, j'avais certaines marques, notamment une marque italienne qui s'appelle Alberta Ferretti, qui m'avait invité à collaborer sur des tableaux, des boards. Il y en a un qui s'appelait Africa and Colors, l'autre Greek Holiday. On peut se dire quel est le rapport avec la choucroute. En clair, c'était juste des univers qui leur permettaient d'inspirer, qui leur permettaient qui les inspiraient pour créer leur collection. Voilà. Donc c'est vraiment, on peut sortir du cadre grâce à Pinterest. Donc trouver l'inspiration, dans une logique de benchmark, dans une logique même de planning stratégique, dans une logique de créer une nouvelle collection aussi, hein, bien évidemment, ou pour démarrer un projet. Tout ça pour vous dire qu'il y a énormément de déclinaisons possibles dans l'usage de Pinterest, que ce soit pour une action online ou une action offline. Alors quelques chiffres quand même. Pinterest est né en même temps que la SMA, hein, donc, en 2010 aussi, justement. Je ne sais pas s'il y a un lien, mais bon. Pinterest, en fait, a été le réseau social qui a eu le plus rapidement, qui a atteint le plus rapidement les 10 millions d'utilisateurs. Enfin bref, notamment, Pinterest a connu une énorme ascension à partir de début 2012, quand, à partir du moment où les gens pouvaient s'inscrire sur Pinterest grâce au Facebook Connect. Donc ils ont vécu en fait ce qu'a vécu aussi Spotify ou Deezer il y a quelques années, grâce au Facebook Connect. Donc il y a une vraie logique derrière, d'autant plus que quand forcément vous utilisez Pinterest, les publications, les épingles, forcément arrivent sur votre profil. Je tiens à préciser une chose, ça ne marche pas pour les marques. C'est-à-dire que éviter de connecter, c'est un peu comme Instagram, en gros, il n'y a pas de synchro avec les pages Facebook. Ce n'est pas possible. Voilà. Je ne dis pas que ce sera pas possible plus tard, mais aujourd'hui, ce n'est pas. Donc évitez de synchroniser une page marque avec la page Facebook, parce que ça tombera sur un profil, généralement. Alors le Pinterest est assez secret sur les chiffres. Voilà. Le dernier chiffre entre guillemets officiel, c'est 70 millions de membres en juillet dernier. Je serais incapable de dire, parce que même moi qui collabore avec eux, ils restent dans le secret. Une seule chose, c'est qu'ils vont atteindre, je crois, quasiment 40 millions d'utilisateurs actifs à la fin de l'année aux US. Après, aujourd'hui, on commence à voir. Alors, il y a quelques indications. Pinterest a ouvert notamment récemment en France, il y a un an en France, il y a un an au UK, ils ont ouvert au Japon, ils vont ouvrir au Brésil, ils ont ouvert en Allemagne. Bon, à partir du moment où vous dites qu'ils vont ouvrir un bureau dans tel ou tel pays, c'est que quelque part l'activité commence à être intéressante en termes de membres et d'utilisateurs actifs surtout. D'autres chiffres, je ne vais pas tous les détailler, mais Pinterest a atteint les 30 milliards de pins là, il y a peu de temps. Ce qui est intéressant de retenir, c'est qu'ils ont fait x2 en 6 mois.
C'est énorme. Enfin, c'est-à-dire que l'activité a vraiment augmenté dans les derniers mois. Et ce qu'il faut savoir notamment, c'est que les actifs sont non seulement, enfin là depuis le début, il y a énormément de fidèles, et non seulement ils sont fidèles, mais en plus ils épinglent encore plus qu'au début. Donc plus ça va, plus ils sont... Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça peut devenir une drogue pour les utilisateurs. Donc, point important aussi, c'est que, alors ça c'est une spécificité à comprendre, c'est que 80% des pins, donc de ces fameux 30 milliards, ce sont des repins. C'est quoi des repins? Ce sont en fait, c'est comme les retweets. Voilà, ce sont des images qui existent déjà sur Pinterest et qui sont partagées potentiellement à l'infini sur Pinterest. Et pourquoi en fait c'est important? Parce que sur le référencement naturel, Pinterest privilégie le repins aux pins. Donc c'est-à-dire que le contenu frais est important, donc venant de sites, que ce soit qu'on soit une marque ou pas. Mais c'est important de faire du repins. Pourquoi? Parce que tout simplement, qui dit repins dit partage. Donc ça veut dire qu'on met en avant la communauté. Et Pinterest, forcément, privilégie la mise en avant de la communauté plutôt que soi. Voilà. Et c'est vrai pour une marque comme les individus. Donc il faut trouver le juste équilibre entre les pins et les repins. Donc entre les contenus frais et les partages, tout en sachant que les repins, comme je le disais, sont très importants pour le référencement naturel. Alors aujourd'hui, en fait, évidemment, 80% des utilisateurs sont des utilisatrices. Sachant qu'il y a encore peu de temps, c'était justement cette proportion avait baissé. C'est-à-dire qu'il y avait eu, il y a quelques mois, c'était encore 68% de femmes, si je ne me trompe pas. Et là, dernièrement, les femmes sont passées en avant, les hommes l'utilisent un peu moins. Mais surtout que les nouveaux utilisateurs sont plus des utilisatrices et les femmes sont plus fidèles sur Pinterest. Point important, je parlais du off, du on. On estime qu'aujourd'hui, alors Pinterest estime aujourd'hui que en fait, 1/5 des utilisateurs ont déjà acheté en magasin. C'est-à-dire qu'ils sont allés en magasin, acheter un produit en disant voilà, j'ai vu ce produit sur Pinterest et je veux l'acheter. Ce qui est énorme. C'est-à-dire qu'en termes je parlais de passage à l'action, au-delà de la génération de ventes en ligne qui est aujourd'hui avérée chez Pinterest par rapport aux autres réseaux sociaux, la vente en ligne aussi est importante. Et je le montre. Enfin, il y a un exemple assez révélateur, donc, qui est dans les études de cas d'ailleurs. C'est Nordstrom, donc, qui est une chaîne aux États-Unis, qui a un corner dans son department store où vous avez les top pinned articles que les gens viennent voir. Et en clair, en fait, ce sont les produits qui sont le plus, on va dire, épinglés sur Pinterest par les utilisateurs et non pas forcément par ses clients. Et les gens viennent dans ce corner pour acheter exclusivement ces produits. Autre point très important aussi, c'est que 3/4 des utilisateurs le font depuis mobile, mobile et tablette. Ce qui vous fait comprendre, si vous faites le lien, c'est pourquoi le repin c'est important. C'est que en fait, vous ne pouvez pas faire comme Instagram ou Twitter ou Facebook, épingler, prendre une photo dans la rue comme ça et la publier sur Pinterest, oubliez. Une photo, ça peut mettre 10 minutes, un quart d'heure. J'ai tenté l'expérience, notamment pour une marque de luxe aussi, en voulant essayer de faire un live pinning. Voilà, je me suis cassé les dents dessus et voilà. Bon, pour l'instant, ça fait partie des demandes dans les nouvelles fonctionnalités, mais aujourd'hui, c'est pas possible parce que voilà, au bout de 3 photos, vous avez plus de batterie. Et c'est 15 minutes par photo, donc c'est l'horreur. Mais c'est important de comprendre en revanche que l'usage est principalement depuis le mobile. Et les gens réépinglent, depuis le mobile la plupart du temps. Vous avez quelques infographies, notamment alors, sur les thématiques, en tout cas les plus épinglées sur Pinterest. Alors vous avez en fait notamment la nourriture, je parlais des recettes tout à l'heure, voilà, tout ce qui est gastronomie, ça marche énormément, donc les recettes. Tout ce qui est loisirs créatifs, le do-it-yourself aussi. Donc d'ailleurs, on montrera après, mais ce qui est assez amusant, c'est que depuis peu là, le premier site, la source la plus épinglée sur Pinterest, c'est Etsy. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le eBay du DIY, du do-it-yourself. Donc en fait, c'est du loisir créatif et ce sont que des personnes qui créent des objets chez eux, qui est énormément populaire aux États-Unis notamment. C'est que c'est la première source d'images sur Pinterest. Donc toutes ces images-là sont épinglées depuis et donc les gens l'utilisent aussi, réépinglent énormément depuis le mobile. Et un cas particulier, parce que je ne le présente pas dans les études de cas, c'est que Etsy a explosé son chiffre d'affaires grâce à Pinterest.
Et ce n'est pas la seule marque à l'avoir fait. Donc vous avez aussi tout ce qui est lié à l'art, tout ce qui est la mode, tout ce qui est la photographie, tout ce qui est lié au film. Alors, souvent, ce sont des thématiques très féminines, mais qui intéressent aussi des hommes. Hein. Donc, la preuve, hein, j'utilise régulièrement Pinterest et ça m'intéresse aussi. Et j'épingle voilà, régulièrement. Bon, après, juste aparté, c'est que c'est très rapide alors, de s'inscrire sur Pinterest. Alors, vous l'avez vu en préambule, enfin bon, en tout cas pour l'inscription. Effectivement, j'ai pratiquement 1 200 000 abonnés à mon compte. Mais je les ai eus notamment grâce à un petit système qui existait à l'époque, mais qui n'existe plus aujourd'hui sur Pinterest. C'était une exception. C'est qu'avant, en fait, sur Pinterest, on était obligé de suivre des tableaux pour s'inscrire. Donc, il fallait choisir des centres d'intérêt. Et derrière, en fonction des centres d'intérêt qu'on choisissait, il fallait Pinterest nous imposait le suivi de tableaux en fonction de ces centres d'intérêt. Aujourd'hui, c'est plus obligatoire, c'est suggéré. Mais ce qui permet aussi, en même temps, en termes d'expérience utilisateur, d'accélérer finalement l'inscription. Ce qui n'empêche pas derrière de s'abonner à des tableaux. Mais en tout cas, c'est très rapide, et notamment en utilisant le Facebook Connect. En termes d'expérience utilisateur, justement, ben voilà, je vous montre à peu près toutes les sources principales, en tout cas, sur le web depuis lesquelles les photos sont épinglées. Enfin, voilà. Donc quand vous allez sur les photos, les liens qui sont derrière viennent majoritairement, en tout cas, de ces sites. Donc, je vous parlais de Polyvore tout à l'heure, qui permet de créer des looks. Ben voilà, il en fait partie. Etsy. Donc, bon, le tableau date de janvier 2013, mais Etsy est passé premier. Il y a beaucoup de Google Images. Alors, à faire attention, parce que forcément, alors là, ça donne l'obligation de vérifier les liens derrière, justement. Donc, que ce soit à la fois pour des notions de copyright, d'une part, mais aussi des notions de, finalement, de qualité du lien derrière. Il y a vous pouvez tomber sur des images, par exemple, qui viennent de Tumblr. Quand vous cliquez dessus, le Tumblr derrière, c'est un Tumblr porno. Ça arrive, et plus fréquemment qu'on ne le croit. Donc il faut faire attention. C'est-à-dire que certains peuvent tricher dans la mesure où ils utilisent une belle photo, et derrière, une fois qu'ils l'ont épinglée, ils changent le lien dans l'éditeur de la photo, et qui emmène évidemment sur des trolls ou sur des fakes des websites, quoi. Autre point important, alors je vous parlais tout à l'heure du fait de l'intégration off et online. Dans l'usage de Pinterest, c'est assez amusant parce qu'en fait, c'est comme dans un magasin. J'ai pris un exemple lié au tennis, parce que c'est un peu grâce au tennis d'ailleurs que j'ai eu énormément de followers sur mon compte. Donc quand on est dans un magasin, en fait, quand on va aller dans un magasin ou quand on a une intention d'achat, voilà, on a 4 grands groupes généralement, et c'est valable dans un magasin. Je fais du tennis, voilà, j'ai envie de m'acheter une raquette ou j'ai l'intention de m'acheter une raquette. Donc généralement, c'est ça qu'on fait en créant des tableaux sur Pinterest. Donc j'ai envie de changer de raquette, donc je collectionne, je ne sais pas laquelle, donc je collectionne sur un tableau différents types de raquettes qu'à terme éventuellement que je vais essayer en allant au magasin et en montrant mon tableau au vendeur. Donc voilà, il y a cette option-là. Je veux acheter cette raquette, donc je sais déjà quelle raquette je veux acheter, donc je l'ai déjà préparée sur Pinterest. Et donc dans ce cas-là, je fais l'effort soit de l'acheter en ligne ou alors d'aller en magasin me l'acheter. Je me balade, en gros, je suis un peu comme dans un magasin, finalement, je me balade, je ne sais pas trop ce que je veux acheter, et potentiellement ça peut être une raquette, mais ça peut être la tenue complète. Donc mon besoin n'est pas forcément défini. Ou j'ai tout simplement besoin de m'acheter une raquette, mais voilà, je ne sais pas quelle marque, et finalement j'ai besoin de conseils. Donc là je vais voir le vendeur, en fait là je vais voir Pinterest quelque part. Et donc je collectionne finalement des raquettes avant de prendre ma décision d'acheter tel ou tel type de raquette ou telle marque. Enfin, en fait on voit une vraie similitude entre un comportement offline et online, et notamment en magasin. D'où la force de Pinterest justement. Donc ça c'était côté utilisateur. Côté marque. Donc, ce qui sous-entend pourquoi ce préambule, c'est vraiment tenir compte de ces comportements d'usage, que ce soit de l'achat ou de l'inspiration ou autre, venant des utilisateurs. Alors, première chose, quand je suis une marque, c'est entre guillemets, est-ce qu'on parle de ma marque sur Pinterest? Un peu comme vous pouvez le faire chercher, on doit dire, sur Google. Donc, il y a 2 manières principales sur Pinterest. La première, c'est celle-ci.
Donc tapez là-dessus, pinterest.com/source/ le nom de domaine sans les 3 W. Et là, vous voyez en fait, qu'est-ce que vous voyez entre guillemets, c'est est-ce que mon site est épinglé sur Pinterest. En clair, ça se trouve, vous n'utilisez pas, une marque n'utilise pas Pinterest. Elle peut découvrir, et moi j'en ai vu comme ça, et avec qui j'ai travaillé d'ailleurs, qui ont découvert que leur marque était, était populaire sur Pinterest, alors qu'ils n'utilisaient non pas ni le bouton de partage Pinterest sur leur site, et alors qu'ils n'avaient pas de compte non plus. Donc là, ils se sont rendus compte finalement qu'il y avait peut-être un intérêt à y aller. Autre moyen, c'est clairement utiliser le moteur de recherche de Pinterest, donc qui est assez puissant, et de faire une recherche notamment en fonction des pins, en fonction des tableaux qui sont utilisés, mais aussi intérêt de regarder les comptes. Parce qu'il peut y avoir des petits malins qui ont créé des trolls. Je prends un exemple concret, Louboutin. Louboutin n'a pas de compte. Aujourd'hui, ça fait quasiment, je pense que c'est une des marques les plus populaires, en tout cas dans la mode sur Pinterest. Il y a énormément de tableaux, énormément de pins qui sont épinglés sur Louboutin. Et quand on va dans les membres, on trouve plein de comptes utilisant le nom de la marque, alors que la marque n'y est pas, qui sont non seulement des comptes importants, mais en plus qui sont des comptes validés. Parce qu'on peut valider assez facilement son compte sur Pinterest. Ce qui fait que quand les gens vont sur le moteur de recherche et recherchent le nom de la marque, ils vont tomber sur des comptes qui sont déjà validés et qui potentiellement peuvent être des comptes de confiance ou pas. De l'intérêt pour une marque d'avoir un compte validé dans ce cas-là, pour remonter dans le tableau, un peu comme sur Google, sur le tableau évidemment des résultats de recherche dans les membres, et avoir ce compte validé qui arrive dans les premières places, et surtout que Pinterest favorise dans ce cas-là quand c'est le compte vraiment de la marque, parce qu'elle le lie au nom de domaine du site, justement. Non, c'est la marque. C'est la marque qui le valide. En fait, je l'expliquerai juste après d'ailleurs, elle fait une synchro entre son compte Pinterest et son site. Voilà, c'est un tag en fait qu'il faut rajouter. C'est beaucoup plus facile. Alors c'est à la fois un avantage et un inconvénient. Il est beaucoup plus facile de valider son compte sur Pinterest que sur Twitter ou Facebook. Voilà. Mais en revanche, derrière, il y a aussi quelques inconvénients, notamment pour les trolls ou les qui peuvent exister. Voilà. Alors justement, pourquoi vérifier son compte? J'expliquais. Voilà, d'une, c'est remonter dans les résultats de recherche des membres sur Pinterest. Deux, alors je vous parlais tout à l'heure des repins pour le référencement naturel. C'est valable aussi pour le compte validé. Donc c'est pris en compte dans le référencement naturel. Donc je parle de Google, au cas présent. Et aussi, alors quand je vous donnais tout le lien juste avant là, avec source et le nom de domaine, derrière, en fait, une fois que le compte est validé, ce lien, en fait, vous avez une extension qui vous amène derrière sur les statistiques de Pinterest, qui est finalement un des rares réseaux sociaux aussi à avoir sa propre plateforme de statistiques. En revanche, ces statistiques, il faut savoir, c'est qu'elles sont principalement liées au site qui a été validé. Donc ce n'est pas des statistiques qui sont propres à l'épinglage en général sur Pinterest, mais sont des statistiques qui sont liées aux épingles qui proviennent du site, enfin en tout cas des images qui sont épinglées depuis le site. Donc l'outil quelque part ne se suffit pas à lui-même. Donc il suffit de créer un compte professionnel, voilà, et derrière vous avez un lien qui vous permet de valider votre site. Donc c'est quelque part vous récupérez un meta tag que vous intégrez dans le head HTML de votre site, ou alors c'est un fichier aussi. Et derrière en quelques heures en fait le compte est validé. Donc après alors je vais vous passer tous les détails parce que dans la mesure j'imagine qu'ils vont avoir aussi le document derrière. Comme ça vous pourrez voir les détails aussi. Je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque champ qu'il faut remplir, ce n'est pas forcément l'objectif. Mais en tout cas c'est important de soigner la description, que ce soit par rapport au fait de vous trouver, mais aussi par rapport au fait d'être bien visible vis-à-vis des utilisateurs. Important, c'est arrivé au client Tagoyer qui est là justement, utiliser à tout prix un nom de domaine en tout cas pour l'adresse email de la marque. Parce que le jour où vous avez un problème, en gros vous avez perdu le mot de passe, vous l'utilisez plus depuis quelques mois et vous ne savez plus par quel mail vous avez utilisé, utilisez un nom de domaine avec le nom de la marque, sinon derrière c'est une galère pour récupérer le compte. Certains, dans le cas présent, en fait, c'est une adresse Gmail qui a été utilisée. Mais il a fallu 3-4 mois là, pour récupérer le compte, parce que c'était une adresse Gmail qui avait utilisée pour créer le compte au départ. Donc vraiment important. D'intégrer aussi le nom de contact. Alors n'hésitez pas, par exemple, si c'est un nom de domaine,
Parce que forcément, dans les contacts, vous pouvez avoir, en fonction des réseaux sociaux, ça peut être illimité. N'hésitez pas, par exemple, à créer un mail qui s'appellerait, par exemple, Pinterest nom de domaine de la marque. Voilà. Au moins pour le reconnaître et le différencier éventuellement des autres emails que vous utilisez pour les autres réseaux sociaux. Donc évitez de le connecter à Facebook en tant que marque, ça voilà, c'est pas possible. En revanche, connectez-le au Twitter dans la mesure où, alors c'est une synchro qui ne se fait pas automatiquement, mais le jour, par exemple, vous voulez, plusieurs marques le font déjà aujourd'hui, hein, quand vous épinglez une image en tant que marque, vous pouvez choisir ou pas de le faire aussi, de l'épingler, enfin en tout cas de la partager sur votre Twitter pour dire à vos abonnés, coucou, on est aussi sur Pinterest, ou regardez ce qu'on fait sur Pinterest, comme qu'est-ce qu'on publie en tout cas sur Pinterest. Point important aussi, alors c'est assez catégorique ce que je vais dire, c'est-à-dire que quitte à ne pas avoir de compte sur Pinterest, en revanche, le plus important, c'est plus important qu'avoir un compte, c'est intégrer sur votre site le bouton Pin It, au même titre que le bouton Share Facebook, Twitter, Tumblr et autres. Voilà. En clair, c'est donner la possibilité à vos visiteurs de pouvoir épingler votre site sur Pinterest. En clair, je vous parlais de logique de partage et de communauté, elle commence par là. Voilà. Et notamment, enfin, aujourd'hui, alors c'est plus fréquent aux US évidemment, mais certains ont intégré en fait le bookmark Pinterest dans leur navigateur, ce qui est beaucoup moins courant bien évidemment en Europe. Dans ce cas-là, donnez la possibilité à votre audience, donc qui ne connaît pas forcément Pinterest ou en tout cas qui aimerait l'utiliser ou qui utilise Pinterest fréquemment sans savoir que vous y êtes ou pas, de le faire depuis votre site. Donc vous avez de belles images sur votre site, donnez-leur la possibilité de partager sur Pinterest, sur leur compte Pinterest. Autre point, alors après, utiliser, alors ça c'est la seconde étape quelque part, c'est utiliser les rich pins. C'est quoi les rich pins, enfin, ou les épingles enrichies? Aujourd'hui vous avez 5 types d'épingles enrichies. En fait, vous rajoutez des tags sur votre site qui vous permettent de remonter du contenu sur Pinterest. Donc quand il s'agit d'une fiche produit, notamment, vous avez ici en fait le nom de la fiche produit. Vous avez, alors là on ne le voit pas, mais il y a marqué excès en stock et il y a même le prix qui s'affiche. Et on voit depuis quel site ça vient, donc votre site de marque. À quoi ça sert? Déjà par rapport à Pinterest, ça sert à faire en sorte que les utilisateurs restent un petit peu plus longtemps aussi sur Pinterest. Ça leur sert aussi à gérer une problématique qui est assez récurrente aujourd'hui sur Pinterest, c'est la gestion du copyright. À partir du moment où il y a la source, on sait d'où ça vient, clairement on fait plus confiance et puis on sait que ce site est, voilà, que ce soit Nordstrom par exemple dans le cas présent, on sait que c'est Nordstrom qui, cette fiche produit ou ce produit, je peux aller l'acheter en cliquant dessus. Et j'ai pas on va dire un site porno ou un Tumblr, un fake en tout cas qui se retrouve derrière. Donc vous avez, voilà, ça c'est IMDb, c'est valable. Donc ça c'est un autre type de pin, donc c'est le film pour les films. Donc la IMDb qui est la base mondiale, voilà, aujourd'hui la base de données mondiale pour les films, qui n'a pourtant pas d'ailleurs de pin it bouton. Ils n'ont pas de bouton pin it sur leur site, mais en revanche ils ont intégré les rich pins, ce qui fait que ça remonte, voilà, automatiquement. Donc vous avez l'affiche, la fiche du film, vous savez de quand il date. Vous savez que ça vient de l'IMDb, vous avez même le casting du film, le réalisateur, voilà, parce que ça permet déjà d'avoir quelques informations intéressantes. Décliner aussi pour des recettes. Alors là, ça va loin, c'est-à-dire que vous avez carrément le détail de la recette. Donc ce qui est aussi intéressant, c'est-à-dire que derrière, vous avez presque quasiment plus à aller sur le site pour avoir le détail de la recette de cuisine. Et toujours avec la source. Et c'est aussi décliné d'une pour les... je vous parlais tout à l'heure des épingles géolocalisées, donc avec de l'information qui vient notamment de Foursquare. Et le dernier, c'est pour tous les sites en fait, qui intègrent du média. Donc on pense à ComInMag. Ah, c'est un exemple aussi, ça fait remonter finalement les informations avec notamment un résumé d'un article par exemple. Donc d'où l'importance aussi d'intégrer un visuel dans l'article. Notamment. Avec point important, je crois que je l'ai mis plus tard, l'obligation, si je puis dire, de bien indexer la photo. Donc, la balise title importante. Parce que là, sinon, Pinterest ne peut pas récupérer la photo.
Si votre compte est validé, vous avez aussi la possibilité d'intégrer, on va dire, l'API Pinterest qui vous permet de mettre en avant sur votre site, notamment soit les dernières épingles qui ont été publiées sur votre compte, soit celles qui ont été les plus repinées, soit les plus likées. Notamment, ça peut être intéressant parce que comme je vous parlais tout à l'heure de Nordstrom en magasin, vous pouvez faire pareil sur votre site, mettre en avant on va dire les images qui sont le plus épinglées, les plus appréciées par vos utilisateurs. En tout cas, les fans de votre marque. Bon, encore des détails. Pensez à mettre, surtout à intégrer des images suffisamment grandes aussi, parce que bon, voilà, si c'est tout petit, forcément les gens ne vont pas les liker ou ce sera pas forcément visible. Évitez les iframes au même titre que la balise à title, voilà, parce que Pinterest les verra pas. Après, bon, ce sont des détails encore. Pour votre compte Pinterest, alors, ça c'est après, surtout, je vais prendre ça. Donc sur Pinterest, vous pouvez épingler énormément de choses, des photos, des vidéos, des gifs depuis peu, des citations mais sous forme un peu illustrée, donc des illustrations, énormément de choses, donc tout ce qui est visuel. Voilà, comme je dis généralement, l'avantage de Pinterest et notamment de tout ce qui est réseau social visuel, c'est que l'image est universelle, pas besoin de traduction. Donc vous pouvez épingler évidemment tout ce qui est lié à des produits, des campagnes, des événements, un réseau de boutiques, des inspirations, l'équipe de la marque, les savoir-faire, tout est possible, mais avec quelque chose d'important, parce que je reviens à cette histoire d'expérience utilisateur et de centre d'intérêt. Voilà, c'est 80. Alors, essayez de respecter la règle des 80-20. Voilà, 80% de contenu centré sur les utilisateurs, pas centré sur la marque. Donc pensez vraiment à ce qui est épinglé par vos utilisateurs, notamment si vous cherchez une marque comme Tag Heuer, voilà, regardez quand vous tapez Tag Heuer par exemple, qu'est-ce que les utilisateurs épinglent autour de Tag Heuer. Est-ce que c'est juste une montre? Est-ce que la montre est au poignet? Est-ce qu'ils sont dans un contexte particulier? Est-ce que c'est lié à un événement? Est-ce que c'est lié... voilà, il faut voir en fait, essayer de déterminer quel est le centre d'intérêt de l'utilisateur et dans quel contexte il épingle cette photo. Et 20% de contenu quand même sur la marque. Alors évidemment, c'est assez catégorique, mais évidemment, il faut trouver un juste équilibre en tout cas. Et soigner le référencement naturel. Alors pour le compte Pinterest notamment, parler de l'impact sur le SEO dans Google, soignez votre stratégie éditoriale. Donc ça va notamment dans le descriptif du compte, le descriptif des tableaux, le descriptif du pin, mais aussi dans la ligne éditoriale que vous définissez pour chacun des tableaux. Donc c'est quoi évidemment effectivement, quand vous avez différents produits, vous prenez Tag Heuer, voilà, vous avez différents modèles, donc Carrera ou Monaco ou autre, voilà, que ce soit lié à des lignes de produits, mais aussi lié au centre d'intérêt. Voilà, par exemple, si je prends, soyez pas non plus forcément basique en disant, voilà, look, tableau look, bon, ça marche aussi, hein, mais ça peut être aussi les looks que j'aime. Ça peut aller jusque-là. Voilà, justement. Donc, il faut bien soigner sa stratégie éditoriale, tant dans le contenu, mais aussi dans le contenant. Voilà. Utiliser les repins. Beaucoup de marques encore aujourd'hui n'utilisent pas les repins. Voilà, alors c'est un tort dans la mesure. Alors évidemment, il y a des problématiques de copyright et de source de ces images, mais utiliser les repins pour mettre en avant les utilisateurs, notamment ceux qui épinglent déjà la marque. Quelqu'un qui utilise Tag Heuer, qui publie sa montre, repinez-le, éventuellement même aller jusqu'à le taguer en le remerciant. Voilà, c'est un peu comme quelque part comme les autres réseaux sociaux, hein. Il y a une logique aussi, un minimum de logique de conversation, mais tout ça en fait favorisera et le référencement naturel de la marque, mais aussi créera quelque part une espèce de relation entre les utilisateurs et la marque. Et derrière, ils viendront potentiellement aussi sur votre marque, s'abonneront au tableau ou au compte lui-même. Et aussi, alors pour le référencement naturel, il n'est pas forcément obligatoire d'épingler énormément, mais plutôt un peu régulièrement. Voilà. Alors quelques études de cas, voilà, bon, j'ai limité, effectivement. Bon, quelques marques comme Swarovski ou Oscar de la Renta, donc, qui ont fait notamment, un peu comme moi, leur succès, notamment en épinglant sur la thématique mariage. Eux, ils ont fait le live pinning, mais je pense qu'ils ont eu les mêmes problèmes que moi. Voilà. Le mariage est une thématique très, très, très populaire sur Pinterest.
Je vous parlais de Nordstrom, donc il y a plus de 4,5 millions d'abonnés aujourd'hui, 16 000 pins, donc ça veut dire qu'ils épinglent régulièrement, hein, donc il y a aussi beaucoup de repins là-dedans. Ils animent énormément, donc ils mettent en place des jeux concours, même si Pinterest cautionne de moins en moins les jeux concours. Sur leur boutique en ligne, il y a le bouton. Comme je vous le disais, ils mettaient des top pin articles en magasin. Ils l'ont fait aussi sur leur site, donc le site de Nordstrom. Ils partagent régulièrement sur Twitter aussi. Enfin, en fait, ils utilisent énormément les basiques. Voilà. Au-delà de faire des choses grandioses, machin, ils utilisent les basiques et rien qu'avec ça, voilà, ils ont du succès. Autre cas, alors Sephora, c'est assez emblématique. Ce qui est assez amusant, c'est que je vais en partie travailler avec eux, mais sur l'Europe. Mais Sephora US, c'est un énorme succès. Dans la mesure, alors c'est assez marrant parce que la VP marketing fait ce parallèle entre Facebook et Pinterest, sachant qu'ils l'utilisent différemment. C'est-à-dire que les fans, évidemment, enfin, ils sont plus dans une logique de relation client ou de service client sur Facebook que sur Pinterest. Mais elle comparait en fait le nombre de fans par rapport au nombre d'abonnés. Donc sur le nombre d'abonnés, il y en a 300 000 sur Pinterest pour 5,6 millions de fans sur Facebook. Et ben en fait, elle dit justement, ben voilà, par rapport à l'usage qu'ils font, donc ils ont un usage vraiment business de Pinterest, hein, c'est que les abonnés Pinterest dépensent 15 fois plus que leurs fans Facebook. Voilà. Énorme. Et que ce soit off ou online, pour le coup. Donc eux, c'est pareil, ils ont intégré cette logique-là, ils ont même intégré un beauty board qui fait remonter Pinterest, en tout cas sur leur site. Et ils sont allés encore plus loin d'ailleurs derrière, parce qu'ils ont intégré une nouvelle plateforme beauty board, en intégrant aussi des images qui peuvent venir d'Instagram, de Twitter, et qui sont notamment des photos issues des utilisateurs. Enfin, notamment des gens qui se font des selfies avec leur maquillage. Enfin, bon, ils sont allés très loin, en tout cas, dans la logique de recommandation sociale. Ça va être trop long à vous expliquer, vu que le temps est limité. Topshop, même cas pratique que Nordstrom. Si, ça c'est intéressant quand même de le mettre en avant, parce que c'est une petite marque qui s'appelle Caribou Coffee, donc petit notamment par rapport à un Starbucks. Voilà, ils ont 3,6 millions d'abonnés, voilà, et ils ont fait un énorme buzz parce que ils ont utilisé Pinterest notamment pour demander à les utilisateurs de les inspirer pour créer une nouvelle saveur de café. Et sur la base de ce résultat, en fait, donc ils ont créé cette fameuse nouvelle saveur, et ils ont créé une énorme badge dans un centre commercial, donc, où la marque est bien évidemment présente, pour mettre en avant en fait, toutes les épingles qui les ont inspirés de la part de leurs utilisateurs, et faire un peu de buzz effectivement donc pour faire vraiment un lien, là qui est intéressant, entre le off et le online. Donc logique de génération de trafic dans un centre et dans leur boutique, tout en mettant en avant finalement leurs utilisateurs Pinterest dans un centre commercial. Là, ce serait trop long, mais c'est dommage parce que en fait, c'est une opération qui vient de terminer dimanche. Donc vous aurez l'occasion de la regarder sur la présentation. Les outils, donc je vous parlais des analytics. Donc je répète, surtout utiliser en fait à fond le lien entre le site et Pinterest, et pas l'activité globale de Pinterest. Mais pour ça, malheureusement ou heureusement, mais il y a aussi d'autres outils. À titre personnel, moi j'utilise notamment Tailwind parce que ça me permet de faire une gestion multi-compte, d'identifier éventuellement des influenceurs, notamment par rapport à une marque, de scruter aussi la concurrence, donc sur une catégorie de données, donc on peut le faire sur une catégorie mais aussi sur une marque, et aussi ça prend en compte l'historique, bien évidemment, même si on n'a pas forcément validé le compte. Il y a ViralTag, alors c'est un des rares aussi qui permet de faire de la publication, donc, notamment de faire de la programmation de publication. Tailwind ne peut pas le faire. Et un autre aussi là, que j'ai découvert récemment, en même temps qui est récent, c'est un outil allemand en fait, qui s'amuse en fait, à cataloguer l'ensemble des tableaux collaboratifs, parce que ça c'est aussi un des points importants, même si les marques ne l'utilisent pas forcément aujourd'hui, mais un tableau collaboratif, tous les tableaux collaboratifs qui sont influents dans une thématique donnée. Donc là, au fur et à mesure, ils remplissent la base de données. Je crois qu'ils en sont à 70 000. Mais c'est intéressant, ne serait-ce que pour identifier des thématiques influentes et éventuellement des influenceurs Pinterest.
Et pour terminer, les nouveautés, en fait, je vous parlais, la pub arrive sur Pinterest, donc les tests ont commencé lundi, donc avec des marques américaines, bien évidemment. Enfin, pas forcément, parce qu'il y a Nestlé dedans, mais aux US. Les Rich Pins dont je vous parlais, les épingles géolocalisées, donc qui permettent d'avoir des cartes associées à des images, donc utilisant Foursquare. Une page d'accueil personnalisée, donc qui est ici, qui s'appelle Explore Interest, mais qui est aussi uniquement accessible depuis les US. Si vous êtes une marque internationale, d'ailleurs, éventuellement géolocalisez le compte aux US, parce que vous aurez accès plus rapidement que les autres aux nouvelles fonctionnalités. C'est ce que j'ai fait moi. Donc, voilà, les vidéos mieux intégrées, c'est-à-dire que depuis peu, il y a les boutons Pin It depuis les vidéos YouTube, Dailymotion, Vimeo. On peut créer des tableaux secrets, c'est-à-dire que si vous préparez un projet, vous pouvez le faire secrètement. Voilà, au début, il y en avait que 3, maintenant c'est illimité. Ou si vous voulez lancer dans une campagne, préparer un tableau et vous le révélez qu'au dernier moment. Également Guided Search qui est sorti là tout récemment. Donc, en fait, c'est un moteur de recherche intelligent et visuel qui est uniquement accessible pour l'instant sur le mobile et tablette, qui est assez puissant dans la mesure, en fait, il met en avant par rapport à une thématique donnée, les déclinaisons ou les filtres qu'on peut avoir derrière. Donc, pour rechercher une thématique forte ou des sujets qui sont épinglés plus fréquemment, c'est intéressant en termes d'usage. Et point aussi important, on va avoir sur Pinterest l'équivalent du Facebook Ads. Donc pouvoir à la fin de l'année, à partir de la fin de l'année, en tant qu'annonceur, publier, en tout cas acheter de l'espace. Donc les fameux pins sponsorisés, on pourra les créer depuis une plateforme sur Pinterest. Voilà. Bon, vous aurez une bibliographie. Est-ce que j'ai le temps quand même pour la vidéo ou pas? Rapide. Vidéo marrante, entre guillemets, c'est qu'est-ce que pourrait être Pinterest dans la vraie vie et de manière humoristique. Et pour vous montrer à quel point, notamment, Pinterest peut être addictif. Gorgeous. Oh, thanks. What? What the frack? You can repin. Sheesh. Did she just pat me? Nobody's perfect. That's why pencils have erasers. Aww. Like. Shiny. Hey! Super cute running bra. So pretty. Hi. Hi! Sorry I'm so late. I've been pinning like all day. This wedding stuff is cray. I bet. Want to see my boards? Okay. So, what do you think? Cute. I have those shoes. Wait, is that my wedding dress? Oh yeah, so cute. I had to repin it. Is that a picture of my fiance? Of course. I so want one like him one day. But I just love, love, love your style. I love your hair, those bracelets, that headband, your adorable eyes. I love that headband. Oh, thank you. I love your earrings. Oh, thanks. And your coffee cup. You know, I really miss Priya. I wonder why she doesn't come around anymore. Well, you know, wedding stuff is great. Oh, for sure.
Voilà ce que ça peut donner dans la vraie vie. Et encore, cette vidéo date de 2012 et c'est toujours vrai. Bon, bah merci beaucoup, Christian. Merci. J'invite tout de suite Mathieu Fiva à nous rejoindre, notre deuxième intervenant. Et Mathieu Mathieu qui est cofondateur de YourTurn, un réseau social peut-être un petit peu moins connu ici dans la région, bien qu'il soit né ici, je crois. Et donc Mathieu va nous présenter ce réseau social et surtout la spécificité qu'il présente par rapport aux autres réseaux sociaux qui sont plus connus. Alors Mathieu, quand tu veux. Voilà, merci. Alors, je m'appelle Mathieu Fiva, je suis effectivement un des fondateurs de YourTurn. YourTurn, c'est un réseau social qui est né ici à Lausanne, qui a été créé par des Lausannois. Alors, c'est pas notre première aventure. Ah oui, c'est pas. Ça va mieux comme ça. C'est pas notre première aventure puisque la même équipe avait déjà créé une start-up qui s'appelait Lysis, qui est aussi née à Lausanne et qui faisait du logiciel pour la télévision digitale. Et à l'époque, on était devenu le leader mondial dans notre domaine avec des bureaux sur les 5 continents, 200 personnes. On avait battu le concurrent américain qui était en Silicon Valley, qui s'appelait SunUp. Et en 2001, on avait été racheté par Kudelski, qui est une entreprise technologique de la région, un peu dans le même domaine. Et voilà. Et donc, il y a quelques années, ce qui nous a intéressé, c'est de voir l'arrivée de nouvelles technologies sur le web, HTML5 et CSS3. Et on a vu que ces technologies allaient changer le web. Et ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est de se demander comment ces technologies allaient changer la manière dont les gens s'expriment sur Internet, et s'expriment de manière sociale. Et c'est ça qui a donné YourTurn. Et donc, pour réaliser ces idées, on a levé de l'argent, d'abord auprès d'entrepreneurs ici lausannois, les anciens d'Isis, puis la famille Borel de Logitech, puis la famille Mauvernet des Biopharm. On est très reconnaissant auprès de ces gens-là d'avoir cru en nous très tôt. Et puis ensuite, auprès de Venture Capital, notre dernière levée de fonds était de 12,5 millions de francs, ce qui nous a permis de réaliser YourTurn et d'arriver là où on est aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui on est 20 personnes, principalement à Lausanne, mais on a un bureau à Londres, on a un bureau à Los Angeles. Et comme vous allez le voir, on est très actifs dans l'industrie de la musique. Alors YourTurn, qu'est-ce que c'est ? YourTurn, c'est un réseau social où on va pour prendre son tour. Finalement, dans la vie, il y a beaucoup de situations où on parle d'un sujet et on s'exprime chacun son tour. Et nous, on a voulu recréer cette expérience, mais d'une manière visuelle et en ligne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Si ici, on prend un exemple, Britney Spears, qui partage sur les réseaux sociaux l'image de son dernier album, sur les réseaux sociaux, on va avoir des utilisateurs qui la suivent, et puis qui vont propager ce message, mais sans le changer. Ils vont faire un like, ils vont faire un retweet, ils vont faire un repin, ils vont faire un reblog, et le message se propage parmi les fans et les amis des fans, mais sans jamais le changer. Sur YourTurn, l'idée c'est que si je vois un post comme celui de Britney Spears, et que j'utilise le bouton It's Your Turn ou le bouton Participate, je vais m'exprimer, mais de la même manière que le post original. Donc la même manière que Britney Spears. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais me prendre en photo ici, on va passer ma photo en noir et blanc, on va rajouter le petit cœur, et hop, je me suis mis moi dans la couverture du dernier album de Britney Spears. Et ça marche très bien, puisque quand Britney Spears a fait ça, elle l'a partagé sur Facebook, on a eu 27 000 participants qui se sont tous pris en photo, qui se sont mis en avant, et la plupart ont partagé ça à leurs amis sur les autres réseaux sociaux et aussi sur YourTurn. Pourquoi ça marche ? Ça marche parce que les utilisateurs font partie de l'histoire. Ce n'est pas simplement des propagateurs, mais ils créent, ils font vraiment partie de l'histoire. C'est une expérience qui est plaisante, parce que quand je crée mon post, ça va très vite, puis je crée quelque chose qui est tout de suite joli, et j'ai du plaisir à le faire. Et finalement, je le partage et j'ai du plaisir à dialoguer avec mes amis à ce propos. Donc, peut-être le plus simple, c'est que je vous montre quelques exemples directement sur YourTurn. Donc là, je suis sur yourturn.com. Voilà, ça c'est l'exemple de Britney Spears, avec toutes sortes de fans qui voit leurs avatars, qui sont chacun exprimés de cette manière-là. Mais nous, on pense qu'il y a un nombre de manières illimitées de s'exprimer. Et donc, c'est très facile de créer sur YourTurn une nouvelle façon de s'exprimer, qui est visuelle, qui est interactive. Donc là, on propose aux gens simplement de dessiner un nouveau chapeau à Pharrell, qui a toujours des chapeaux incroyables. Donc voilà.
Ici, ça peut être interactif, ça peut être animé. Donc, on propose aux gens de proposer des yeux sur leurs photos, sur des photos qu'ils trouvent sur Internet. Ça peut aussi être lié à l'actualité. Là, je peux coller la barbe de Conchita sur n'importe quelle photo, sur ma photo ou une photo que je trouve sur Internet. Ça peut être aussi lié à un filtre. Ici, c'est un filtre très comics, comme ça, rock'n'roll, avec des stickers pow, wham. Donc voilà, ça c'était lié aussi à un artiste. Ici, je prends ma photo et devant ma photo vient toujours la même image. Donc on propose aux gens de se prendre en photo, tirer la langue comme Miley Cyrus et de se mettre en scène de cette manière. Ici, je prends une photo et je la mets en arrière-fond. Ça devient la couleur des ongles. Donc je peux créer les ongles de cette manière-là. Ça, c'est assez trendy en fait. Ici, je dessine sur le dessin d'un artiste aussi. Ça peut être lié à une cause. Bring back our girls, les 200 adolescentes qui ont été kidnappées récemment. Ça, c'était le selfie. Vous connaissez tous la photo des selfies. Hein, c'est la photo la plus retweetée dans l'histoire de Twitter. Et donc, juste en une heure après que ce soit arrivé, on a créé une expression qui permet de se prendre en photo, se découper et de se mettre dans la photo des Oscars. Ça a très bien marché. On a eu 40 000 réponses sur ce coup-là. Donc voilà. Après, il y a plein... Comme dit, c'est très facile de créer une expression. Et en fait, c'est des choses qu'on peut coder. Donc dès qu'on a l'imagination de quelque chose qu'on pourrait faire sur un site web, on peut en faire une expression et proposer aux gens de s'exprimer de cette manière-là. Voilà, un autre point qui était très important pour nous quand on a lancé ça, c'était pas de se mettre en concurrence directe avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, il y en a beaucoup qui sont très populaires. Et donc pour nous, c'était plutôt être à côté, être capable de vivre à côté, mais aussi d'augmenter l'expérience sur les réseaux sociaux. Donc ici, je peux être sur mon mobile, dans l'application Facebook, et je vous le montre ici en vidéo. Voilà comment ça se passe. Je reste dans Facebook. Je ne quitte pas Facebook. J'ai cliqué sur le lien que j'ai découvert, un ami qui a partagé. Je me dis, je vais m'exprimer de cette manière-là. Je prends une photo avec mon mobile, un selfie. Bon, lui, c'était 2h du matin au Midem, il est un petit peu fatigué. Et ça va tout de suite la filtrer, mettre le petit cœur. Et ensuite, je partage sur Facebook ou Twitter ou pas, comme je le veux. Et puis, c'est fait. Et ça, je l'ai fait sans quitter Facebook. Je reste dans l'application Facebook et je peux revenir sur mon feed et continuer à m'amuser. Et ça marche aussi sur WhatsApp, sur Twitter, sur la plupart des applications mobiles d'aujourd'hui. Un point qui est très important aussi, il n'y a pas besoin de télécharger une application. Parce qu'aujourd'hui, on est tous un peu fatigués de télécharger une application pour s'exprimer. Puis en plus, ça casse la chaîne virale. Si je télécharge une application, comment je vais retrouver le post de Britney qui m'intéresse? Je dois le rechercher, c'est compliqué. Donc c'est vraiment très avantageux de pouvoir le faire sans jamais télécharger une application parce qu'on garde la chaîne virale. Voilà, donc pourquoi ça marche? Pourquoi les gens aiment ça, nos utilisateurs? Parce qu'ils peuvent parler d'eux. Les gens aiment beaucoup parler d'eux sur les réseaux sociaux. Et ils font partie de quelque chose. Et c'est deux éléments qui sont clés dans toutes les chaînes virales de contenu qui font qu'un contenu a plus de chances de partir en viral. Voilà. Après, pour nous, il s'agissait d'entrer sur le marché et on s'est tout de suite intéressé à l'industrie de la musique. Pourquoi? Parce que d'abord, 60% des gros profils sur Facebook et sur Twitter sont des profils de stars de musique ou de superstars. Et donc, pour nous, il s'agissait d'aller les voir, pas seulement pour qu'ils soient sur le réseau, mais surtout pour accéder à leurs fans. Et puis d'autre part, toutes les semaines, ces superstars ont des startups qui vont les voir, puis qui essaient de les amener sur leur application. Et donc pour nous, c'était important de se dire que si on arrive à faire ça, on aura compris quelque chose sur ce que c'est d'engager une communauté, et puis on aura une base qui nous permettra d'attaquer la prochaine étape. Et donc on l'a fait, on est allé les voir en leur disant, voilà, venez sur Your Turn pour donner le micro à vos fans, parce que finalement, si vous avez déjà un Twitter, un Facebook, un Tumblr, vous n'avez aucun endroit où vous pouvez vraiment leur proposer de s'exprimer et leur donner un endroit où les super fans vont prendre la parole, créer quelque chose et partager avec leurs amis et devenir comme ça le porte-parole de la star. Et bien sûr, augmenter la communauté qui est le but aujourd'hui
de toutes ces stars. Et donc voilà, on a obtenu un grand nombre de stars. Je pense que si on prend un journal teen, on a à peu près la moitié des stars qu'on trouve là-dedans qui sont sur YourTurn et qui utilisent YourTurn vraiment pour engager les fans et donner quelque chose à faire à leurs super fans. Et tout ça, ça a bien marché parce qu'on a des stats qui sont très bonnes. 20% des gens à qui on propose le call to action de base vont créer un post. 50% d'entre eux vont partager à leurs amis. Donc voilà, une des questions qui a été posée sur Twitter récemment, c'est peut-on innover dans les réseaux sociaux? YourTurn amène 3 innovations. D'abord, la nouvelle action sociale, le bouton It's Your Turn, je m'exprime de la même manière. Ensuite, le côté expression, une expression, en fait, technologiquement, c'est une petite application HTML5 qui permet de s'exprimer. Donc ça veut dire qu'on peut faire n'importe quoi, on peut faire de l'interactivité, on peut mettre de la vidéo, du son, on peut faire des animations, on pourrait même en faire un jeu, en fait. Et donc ça marche, c'est vraiment, on crée une expression et puis elle va marcher partout. Le troisième point, c'est justement qu'elle va marcher partout, ça marche dans tous les navigateurs, ça marche dans toutes les applications, ça marche sur le mobile, c'est universel. Donc, comme tous les réseaux sociaux, à un moment donné, on doit pouvoir vivre d'autre chose que nos investisseurs. Donc, il faut qu'on monétise le réseau. Et comme sur la plupart des réseaux sociaux, la monétisation et le revenu va venir des marques. Et des marques au travers de la publicité. Et il y a une tendance qui est très, très forte aujourd'hui, c'est le content marketing. Alors, je ne sais pas qui ici est familier avec Native Ad, content marketing, BuzzFeed. Qui connaît BuzzFeed? Oui, Pinterest, effectivement. Donc, l'idée du content marketing, tout d'abord, aujourd'hui, il y a une grande tendance qui est le native ad. Le native ad, c'est quand je trouve une publicité qui est déguisée en forme de contenu dans un feed. Donc, j'ai un feed, j'ai mes amis qui s'expriment, plutôt j'ai une publicité, puis ça continue. Et en général, on appelle ça un sponsored post ou quelque chose comme ça. Et les premiers qui ont fait ça, c'est Facebook, qui l'ont très bien fait pour pouvoir monétiser le mobile. Et puis, quand on déguise une publicité sous forme de contenu, le mieux, c'est quand même que ce soit un vrai contenu, qui soit intéressant et qui soit partageable. Et au fond, quelle est l'idée de ce content marketing? Pour les marques, ce n'est pas d'être frontal, ce n'est pas dire regardez, j'ai sorti un nouveau produit, il est génial, achetez-le. Mais c'est d'être beaucoup plus subtil. Et au lieu d'avoir une approche frontale, c'est finalement d'offrir une expérience qui est cool, qui est mémorable, qui est plaisante et dont les gens vont se rappeler. Et donc, il s'agit de créer du contenu qui a peut-être aucun rapport avec la marque, mais qui va être offert par la marque. Un exemple de ça avant l'Internet, c'est les concerts qui sont sponsorisés par des marques qui ont des fois rien à voir avec un festival, mais ils offrent un cadre dans lequel les gens s'amusent et dans lequel les gens vont se rappeler de la marque. Donc, un des pionniers là-dedans qui a vraiment compris ça, c'est BuzzFeed. C'est un média en ligne qui publie des histoires sous forme de listes. Et ils sont vraiment concentrés sur des histoires que les gens adorent partager. Ils sont devenus vraiment très, très forts. Donc, créer du contenu que les gens vont partager énormément. Et c'est du contenu qui est souvent très léger. Ici, par exemple, 21 choses qu'un homme va apprendre rapidement en emménageant avec son ami. Et ça va être 21 images avec un petit texte. C'est souvent assez drôle, très léger. Et donc, ce genre de contenus vont être publiés par BuzzFeed, on les trouve sur un feed. Et c'est des contenus qui vont être partagés. Parfois, on aura 10% de vues qui viennent des réseaux sociaux, mais parfois, on aura 5 fois plus de vues qui viennent des partages sur les réseaux sociaux que ceux qui ont été vus directement sur BuzzFeed. Donc, c'est des contenus qui sont très viraux et très intéressants pour beaucoup de gens. Et donc, ils ont créé, là autour, pour monétiser, ils ont créé finalement un nouveau format publicitaire. C'est une story que eux vont écrire, l'équipe de BuzzFeed va l'écrire, mais elle va être présentée sur BuzzFeed par une marque. Ici, Pepsi, qui a offert 10 traditions dont vous avez probablement jamais entendu parler. Et ça, c'est un marketing qui est en pleine explosion. BuzzFeed est en pleine explosion aujourd'hui. C'est une énorme tendance dans toute la publicité en ligne parce que c'est une expérience mémorable et ça permet d'atteindre d'autres gens d'une autre manière. Par exemple, les jeunes, les millennials, ne sont pas du tout atteints par la publicité traditionnelle. Voilà, donc on va trouver sur BuzzFeed un feed
avec un contenu, une native ad, un contenu qui est sponsorisé, puis quand on clique, on voit l'histoire et qui est offerte par la marque. Et finalement, YourTurn arrive pour monétiser avec une approche très similaire pour les brands. Finalement, il s'agit de créer des engagements, donc de proposer une manière de s'exprimer aux gens qui vont être sponsorisés par une marque. L'avantage, c'est qu'une fois que quelqu'un s'exprime et partage avec ses amis, il va devenir le porte-parole de la marque, parce que, et ça c'est très puissant, parce que qui m'influence plus que mes amis? Donc comme mon ami partage quelque chose avec moi qui est brandé ou qui est lié à une marque, ben, c'est quelque chose dont je vais me souvenir et qui est très fort. Donc comment ça marche? On crée ce qu'on appelle un sponsor engagement, donc c'est une nouvelle expression qu'on va écrire, on va travailler un petit peu avec la marque, et ça va être offert par la marque d'une manière très discrète, ce n'est pas du tout frontal. Une fois que ça s'est fait, ben on va le propager sur les réseaux sociaux, soit au travers de comptes existants, soit au travers de publicités. Et puis ensuite, ça démarre, les gens font leur post, donc ils vivent une expérience cool sponsorisée par la marque et ils partagent avec leurs amis et deviennent le porte-parole. Un exemple, si ça n'a pas été le cas, mais si la photo des Oscars, c'était un coup marketing de Samsung, hein, qui a payé Hélène pour faire cette photo et l'a publiée. Si Samsung avait simplement demandé à Hélène de rajouter à la fin de son tweet « Now it's your turn », vous pouvez aussi vous mettre dans la photo des Oscars, ben, on voit bien que la campagne de Samsung aurait pris une toute autre dimension, parce qu'au lieu d'être simplement un broadcast, elle aurait impliqué les gens qui auraient fait partie de l'histoire. Maintenant, ça c'est un exemple où finalement la propagation a été faite par quelqu'un qui a une communauté importante, et puis c'était un contenu viral. Ça c'est ce dont tout le monde rêve, mais c'est finalement pas ça c'est pas ça qu'on trouve d'habitude. Donc aujourd'hui, quand une marque veut propager un contenu cool qu'elle a créé, si elle le met sur Facebook, plusieurs problèmes. D'abord, en général, elle n'a pas beaucoup de followers, sauf si elle les a acquis. Puis même s'il y en a beaucoup, en général, ils ne sont pas très actifs. Hein. Puis même ceux qui sont actifs, Facebook va sélectionner parmi les fans à qui il va montrer le contenu. Et en fait, récemment, là, on voit depuis octobre, on voit que Facebook est passé de montrer un contenu à 12% des fans à 6%, et ce sera bientôt à 2 ou à 1. Donc en fait, Facebook est en train de fermer les vannes. Même les gens, même les artistes, même les marques qui ont acquis un très grand nombre de fans, en fait maintenant, n'arrivent plus à les atteindre. Le seul moyen, c'est de payer de la publicité à Facebook. Voilà, et donc ça, c'est vraiment le chemin que maintenant tout le monde prend, parce que finalement, pourquoi créer un contenu très cool, très cher, dans beaucoup de cas, pour le montrer à personne en le partageant juste comme ça, ben, c'est inutile. Donc maintenant, il y a de plus en plus de gens qui font des achats de publicité, en particulier sur Facebook. Et là, si je reprends le deuxième point ici, une fois qu'on a créé une expression et qu'on la répond, qu'on la promeut, un point qui est intéressant, c'est que Facebook c'est vraiment une plateforme très puissante en termes d'advertisement. On peut viser des gens très précis, on peut viser, je ne sais pas, les amis de ceux qui ont aimé une certaine marque, qui ont tel âge et qui sont dans telle ville. C'est vraiment très puissant. Et il est possible aussi d'auto-optimiser une publicité Facebook. Et c'est une chose qu'on utilise, nous, pour viser spécifiquement les influenceurs. Alors, qu'est-ce que c'est un influenceur? On appelle un influenceur quelqu'un qui va voir une publicité pour s'engager sur pour mettre sa photo se mettre dans la photo des Oscars, qui va cliquer, qui va arriver, qui va créer un post, qui va non seulement créer un post, mais qui va le partager avec ses amis, et puis qui, non seulement il va le partager à ses amis, mais ses amis vont cliquer dessus et vont revenir. Donc là, on a vraiment détecté quelqu'un qui influence ses amis, puisqu'il leur propose des choses et qui drive un trafic de cette manière. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise une fonctionnalité avancée de Facebook, où on va dire, voilà, telle personne qui vient de faire tout ça, c'est ce type de personne qu'on veut. Et Facebook va être capable de détecter qui sont les utilisateurs qui sont similaires à celui-là et proposer la publicité qu'à ce type d'utilisateur-là. Et donc, on va, de cette manière-là, être capable de viser que des influenceurs ou essentiellement des influenceurs pour spreader l'engagement sponsorisé. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur YourTurn. Je vous encourage à y aller.
On est très peu connu ici. Notre communauté est principalement aux États-Unis, en Angleterre, au Brésil. Et ça reflète un petit peu le profil des fans des stars qui sont aujourd'hui sur le réseau. Merci. Merci.